Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com, valerty.com, présente Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir à tous, c'est excellent d'être avec vous ce soir comme tous les dimanches à 19h sur Sud Radio afin de retrouver ceux qui incarnent par leur volonté et leur parcours l'excellence française sous toutes ses formes. À mes côtés pour vous, une femme engagée pour les causes qui lui semblent justes, une actrice, réalisatrice et productrice. Et quelle que soit la veste qu'elle passe, elle incarne son rôle, il va sans dire. C'est bien ce qu'elle fait dans le livre Villemakers 2022, tout juste sorti chez Débat Public. Un livre sous l'impulsion du PDG de la LCL, Michel Mathieu, qui fait intervenir 10 femmes d'influence sur vision de la ville idéale. Et oui, chers auditeurs, c'est la bien nommée Julie Gaillet qui vient ce soir sur Sud Radio nous parler de ses combats et de ses divers rôles dans la vie comme au cinéma. Bonsoir. Bonsoir Julie, bienvenue. Bonsoir. En deuxième partie de cette émission, ne ratez pas un créateur audacieux dont les pochettes en plexiglas et en cuir précieux ont déjà fait le tour du monde. Il a aussi entre autres signé la garde-robe du staff de l'hôtel Le Crillon à Paris, sans oublier French Cliché, son concept de galerie et d'édition d'art qui met les autres artistes à l'honneur. Hugo Mata vient nous livrer, on l'espère, un peu de son savoir-faire et pourquoi pas quelques-uns de ses secrets de fabrication sur Sud Radio. Bienvenue. C'est excellent. Bienvenue chez vous, les amis. Bonsoir, Julie Gaillet. Bonsoir à vous. Alors, Julie Gaillet, je le disais à l'instant, vous avez participé au livre Villemakers 2022, sorti chez Débat Public sous l'impulsion du PDG de la LCL, Michel Mathieu. Un livre qui fait intervenir 10 femmes d'influence sur leur vision de la ville idéale. Avec cette première question de Michel Mathieu, et si la ville idéale était construite par les femmes, qu'est-ce que vous en pensez alors ? C'était très surprenant comme proposition parce qu'on n'est pas urbaniste, je ne le suis pas. Donc je me dis, mais je ne suis pas du tout légitime. Il me dit, mais aucune d'entre vous ne le sera. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que tu as envie ? Mais il est assez incroyable, ce Michel Mathieu du Crédit Lyonnais, que je ne connaissais pas parce qu'il avait fait un même livre avant sur la culture. Et c'est comme ça que par un ami, le Cyclique exactement, une agence régionale, il avait déjà écrit. Et je trouve cette idée surprenante, mais je me suis bien amusée. C'est justement parce que vous n'êtes pas des urbanistes et des architectes qui vous posent la question a priori, non ? Vous ne pensez pas ? Peut-être, mais après, on ne se sent jamais... moi, je suis assez curieuse, mais là, c'est tellement réfléchir à la ville idéale. Waouh, quel sujet. Je dirais ça à un designer, mais vraiment, c'était énorme. Et puis, tout à coup, on se met à penser, et si je me posais vraiment la question, quelles seraient mes priorités, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce que j'aime dans la ville. Donc j'ai commencé par ça d'ailleurs. Je me suis rendu compte que j'aimais les cimetières dans les villes. Bon, c'est bizarre, mais je me suis rendu compte de ça. Aussi, et la Seine, et les villes où l'eau coule au milieu. Ça c'est vrai. Comme Rome, parce que c'est des espaces d'aération en fait, de calme, qui permettent justement de se retrouver dans une ville où ça bouge beaucoup trop parfois. Oui, et puis c'est mettre un autre élément de la nature. C'est comme un peu de temps en temps regarder le ciel. Alors dans les villes on les voit plus. D'ailleurs souvent c'est pas mal d'éteindre finalement maintenant un peu les lumières de temps en temps, même si, et ce que je dis dans le livre, attention pour les femmes, parce que c'est aussi dangereux. Mais l'eau, c'est comme ça, tout à coup, on peut prendre un bateau, ça nous ramène un peu en dehors de la ville. Une forme d'essentiel, en fait. Ouais. Alors, vous êtes entourée de femmes d'exception comme Delphine Arnott, la présidente de France Télé, Muriel Mayette, Holtz, qui est la directrice du théâtre de Nice, ou Charlotte Fairbank, qui est championne de tennis en fauteuil. Autant de regards différents qui se retrouvent alors tout de même autour d'un concept finalement commun à toutes. Julie Gaillet, la ville idéale, c'est une ville qui ne sépare pas non plus. C'est une ville qui relie les identités. Alors, c'est vrai qu'elles ont toutes dit ça. C'est vraiment surprenant parce que c'est la première chose, je pense, le lien, l'envie que ça communique, d'arrêter de se cloisonner. J'étais très frappée quand j'étais aux États-Unis de voir à quel point il y a des quartiers par typologie, comme si les uns les autres ne voulaient pas se rencontrer. Alors que moi, j'ai vraiment l'envie de l'inverse. Un endroit où même on peut travailler, avoir des enfants et on peut tout faire en même temps. C'est un peu ça votre ville idéale aussi. C'est qu'on peut aller boire des verres, faire des enfants et puis aller bosser. Tout est au même endroit, quoi. Donc en voyageant, j'ai vu des choses comme en Argentine où il y avait des grands cafés, mais vraiment des cafés comme des belles brasseries, où il y avait la fameuse piscine à balles qu'on trouve chez McDonald's en général, malheureusement. Enfin, je ne vais pas faire la pub de ce truc que je n'aime pas du tout. Mais de se dire pourquoi les enfants... pourquoi il n'y a pas d'espace enfant qui permettent aux mamans de se détendre aussi un petit peu. On peut aussi aller boire des coups, on a le droit d'aller prendre des cafés. Et sans être... avec... Et ça m'avait surpris. En Argentine, l'enfant est un peu roi, mais ça m'avait surprise. Il ne faut pas non plus partir dans l'excès inverse, parce que sinon ça devient il y en a partout non plus. Non, mais voilà. Donc je me suis amusée à cet exercice et je dois dire que c'était
ça m'a fait plaisir de m'y essayer. Alors Bon, après, justement- je pense que Delphine Ernotte, ça doit être plus passionnant. Non, y a pas. Vous êtes toutes passionnantes et vous avez toutes une vision assez globalement différente, mais je veux vraiment cette idée de création de lien, peut-être que c'est une idée féminine aussi, hein, de relier, Ouais, voilà, qui ressort quand même pas mal. Et qui, depuis le 2017, depuis la libération de la parole des femmes, je trouve qu'il y a encore plus de sororité. J'ai la sensation que maintenant, on est beaucoup plus entre nous bienveillantes. Oui, ce qui n'était pas forcément toujours le cas avant, effectivement. C'était tellement difficile d'exister dans un monde d'hommes mais là, ça change. Et c'est ça que j'aime dans la Fondation des femmes, dans tout ce qui se crée aujourd'hui, c'est cette envie de se mettre tous ensemble. Ouais. Et alors justement, ce que vous disiez tout à l'heure sur cette ville qui se doit de redevenir aussi bienveillante pour les femmes, alors à travers l'éclairage, etc. Mais il y a aussi d'autres choses que vous proposez. Redites-nous un petit peu justement. La bienveillance, c'est aujourd'hui pas assez évident, mais je trouvais important que on fasse attention, par exemple dans le métro, qu'on puisse avoir l'accès. C'est-à-dire que c'est formidable de faire du vélo. Moi, je fais du vélo, mais quand on a un certain âge, c'est plus compliqué de faire du vélo. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour être... pour se sentir en sécurité, quoi. Pour se sentir en sécurité, bienveillante. Et pour les femmes, je reparle de cette libération de la parole de 2017, mais sincèrement, moi, j'ai toujours fait attention. Je faisais attention la nuit, donc il y a des horaires qu'on ne prend pas. Quand je fais le code d'une porte avant de rentrer dans le porche, quand je regarde s'il n'y a pas quelqu'un derrière moi. C'est quand même. Il y a vraiment un avant, un après, quoi. De se dire, mais j'ai toujours vécu comme ça. Ouais. J'ai toujours fait attention. Et de se dire, bon, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc j'ai planché plus sur ce côté-là, en me disant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour cette ville bienveillante pour les femmes, où elles n'auraient pas peur de sortir. Voilà, parce que ça, c'est quand même assez fou, encore aujourd'hui. Même si on l'a intégré et qu'on le fait automatiquement, c'est-à-dire que c'est pas une peur, c'est que je le fais automatiquement. Ouais. Je voudrais... Ça devient un réflexe, quoi. En fait. Voilà. Et pourquoi les femmes... Pourquoi on devrait avoir des réflexes comme ça, quoi. Prendre le métro, de pas se dire, je vais pas mettre de jupe parce que ça va être l'enfer si je rentre dans le métro. Alors les Japonais, et ça je trouvais ça très dur, on fait des wagons femmes. Alors, je dis, si on en arrive, il y a des taxis roses aussi dans certains pays, que pour les femmes. Ouais. Et ça, se dire, bon, alors là... là, on en arrive à l'enfermement, finalement, aussi. Hein. Voilà, là, on enferme, on sépare. Donc, rassembler, sans séparer, en étant bienveillant. Donc, c'est plein de petites questions, mais c'était assez... Enfin, voilà, je trouve le livre très... très rigolo de ce point de vue-là. Puis riche d'émotions aussi, parce qu'on parle de l'émotion. Alors Julie Gaillet, la cause des femmes vous touche, on l'a dit, et on écoute justement l'extrait d'un de vos engagements récents. Je suis heurtée, déchirée, en mon cœur complètement ravagé. Tu vois le feu qui brûle, c'est moi. Un passé dur, mais la joie reviendra. En mon cœur, clip réalisé par Isilde Besco, voilà, au bénéfice de la Fondation des femmes sur Sud Radio, avec entre autres donc Isilde Besco justement, Ki-Yoon Kim, Sylvie Haro qui est du groupe de Brigitte. Alors Julie Gaillet, cette chanson, ce clip, ils ont été créés pendant les confinements, enfin pendant le Covid, pendant la pandémie, au moment où justement les violences contre les femmes, elles ont explosé dans les foyers. L'intégralité des droits, il faut le dire, de cette chanson a été reversée au bénéfice de la Fondation des femmes. Cette fois encore, vous vous engagez, cette cause, elle vous touche et c'est important pour vous, vraiment. Oui, alors moi j'ai commencé tout au début sur une association, on a voulu parler de l'endométriose parce que j'ai découvert très très tard à 40 ans qu'il y a une maladie qui touchait 2 femmes sur 10 et 1 sur 10 de manière vraiment handicapante, c'est l'endo quoi? Je ne savais même pas ce que c'était, endométriose. Et donc on s'est retrouvés avec certaines, dont Imani, dont d'autres, à faire parler de cette maladie. On s'est dit il faut faire une grande campagne d'information. Et en montant cette association et en étant dans ce combat-là, je me suis rendu compte à quel point les associations n'ont pas de moyens. On ne parle pas de la santé des femmes parce que c'est aussi les problèmes de cœur. Et là, la vague MeToo nous est arrivée pendant que je faisais aussi un documentaire sur la place des femmes. Et on s'est dit avec les actrices, on peut pas ne pas se mobiliser. Donc moi, je me suis investie avec la Fondation des femmes et de voir que au moment de cette libération de la parole des femmes, il y avait 30% de dépôts supplémentaires, de plaintes supplémentaires, mais pas de personnes pour les accueillir. C'est-à-dire que les associations comme la VFT sur les violences faites aux femmes au travail avaient explosé son standard, ne pouvaient pas répondre à toutes les demandes, que dans les commissariats, l'accueil n'est peut-être pas à la hauteur, donc il faut donner des moyens. Et on a essayé de lever des fonds.
Et là, on s'est rendu compte que c'était très compliqué de lever des fonds. Donc, on s'est encore plus mobilisé, avec aussi peut-être donner des réponses. Alors, il y a une formation qui a été lancée pour apprendre sur le harcèlement. Mince, j'ai un trou, ça va revenir. De la formation ? Oui, une formation qu'a lancée la Fondation des femmes quand on est victime, quand on est témoin ou victime, témoin tout simplement d'une agression, par exemple dans le métro. Comment réagir ? On peut distraire, on peut documenter, c'est les 5D. Ça s'appelle stand... Ah mince, ça va m'énerver. Mais je vais... stand-up, merci. Voilà. Les 5D. Bref... Je suis dans cet engagement et effectivement, la première chose qui s'est passée quand le confinement est arrivé, on s'est toutes dit, mon Dieu, là, les femmes vont être enfermées avec leur agresseur. Avec leur agresseur et comment faire bouger les choses. Est-ce que ça fait bouger les choses ? Déjà 5 ans qu'on essayait de lever des fonds, qu'on essayait de soutenir les associations et qu'il y a 1000 choses à faire. Et ça a marché là cette fois-ci ? Alors là, cette levée de fonds a été assez impressionnante, je dois avouer. Des grosses boîtes ont tout de suite répondu oui, ont donné pas mal de Est-ce qu'il y a une vraie sensibilisation en fait, qui fait que tout d'un coup les gens se sentent plus concernés peut-être ? Je pense que le grand public a pris conscience. Vraiment, j'ai eu cette sensation. En tout cas, nous, on a réussi à lever des fonds, mais c'est pas parce que le confinement est terminé que ça s'arrête. Bien au contraire. Et dans les campagnes, il y a ce même isolement. Donc maintenant que vous avez compris, peut-être qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et là, les moyens manquent. Les moyens manquent cruellement. Donc, on continue. Et avec la Fondation des femmes, là, on a donné 22 prix. On donne 50 000, 25 000 euros à des associations qui, elles, ont 6 000 euros. Et quand je vous dis c'est très peu d'argent, c'est impressionnant. 6 000 euros à l'année ? À l'année d'aide. Donc elles sont toutes bénévoles. Elles bossent avec des réseaux, mais c'est assez fou. Donc là, c'est essayer de faire changer les choses, faire des campagnes. On a fait une campagne avec la Fondation Regarde-moi bien, regarde-moi bien quand je demande l'égalité salariale. C'est aussi remettre tous ces sujets sans cesse sur le devant. Donc on continue de militer, d'avancer. Merci pour ce que vous faites. Donc même 8 euros tous les jours ou tous les mois à la Fondation des femmes, ce serait super. C'est un appel aux auditeurs. 8 euros, c'est pas grand-chose et ça peut sauver des vies. À mes côtés ce soir, l'excellente actrice et productrice Julie Gaillet, très engagée, rejointe dans pas très longtemps par un créateur multifonction, Hugo Mata. C'est excellent, c'est votre émission du dimanche soir sur Sud Radio. À tout de suite. Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com, valerty.com, présente Sud Radio 7 excellent, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent. Dans un petit moment, le designer novateur Hugo Mata nous rejoindra et il est déjà en studio. Mais tout de suite, on continue avec l'actrice et productrice engagée Julie Gaillet. Alors Julie Gaillet, justement, votre engagement pour les femmes, on en parle depuis tout à l'heure, il ne se limite pas à la France puisque vous êtes allée avec votre compagnon François Hollande il y a quelques jours à Bukavu, en République démocratique du Congo, pour assister à l'inauguration du nouveau département de chirurgie mini-invasive de l'hôpital général qui est consacré aux femmes victimes de viol, justement. Est tenu par le gynécologue congolais Denis Mukwege, qui est, lui, prix Nobel de la paix 2018. Être là, tout simplement, ça fait bouger les choses. C'est pour ça que vous faites ces déplacements-là, et c'est aussi parce qu'il faut que ça soit une cause qui soit... La sensibilisation, c'est à l'international, que ça doit se passer. C'est-à-dire que là, Denis Mukwege, il a eu le prix Nobel pour justement les viols comme arme de guerre. Et alors là, en ce moment, il y a des conflits partout. Vous en entendez parler en Ukraine. Le viol comme arme de guerre en Syrie, partout, ça reste. Et il est devenu très spécialiste puisque au Bukavu, dans sa région, c'est-à-dire à l'est du Congo, de la République dominicaine du Congo, il y a ces minerais, et il y a des mines, et il y a des problèmes de bandes, d'espèces de tribus là, de brutaux qui violent les femmes pour complètement, pour prendre le pouvoir, annihiler les familles, les rendre esclaves. Mais lui, il les répare physiquement, mais après, il a mis un modèle en place et ce modèle, c'est les réparer physiquement, dans leur tête, dans leur corps, les faire danser, et même leur donner des droits, leur donner conscience, leur faire prendre conscience qu'elles ont en fait la capacité, qu'elles ont des biens. Enfin, juridiquement, il les accompagne. Il va même encore plus loin. Il leur trouve du boulot, il les réinsère. C'est une prise en charge holistique. Et ça, on s'est rendu compte que c'était un vrai modèle. C'est pas juste. Alors, il y a la prévention. Et c'est un modèle que vous voulez faire venir en France, Julie Gaillet ? C'est qu'on veut tout faire venir partout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est global. Il faut qu'on ressorte. Elles arrivent, elles sont détruites, mais détruites. Et comment les faire ressortir vraiment comme des warriors. Les faire retrouver la vie, voilà. quoi. Il est devenu un symbole.
il intervient en Ukraine, il intervient partout, mais de rappeler que lui, il vient de là. Et ce qu'il a fait, et ça, je trouve ça absolument dingue, c'est qu'il a fait venir la chirurgie la plus en pointe. C'est-à-dire, on opère avec des petites caméras, on fait 2 trous, et on opère, et le lendemain, vous sortez. C'est avant des opérations, on ouvrait de haut en bas, on restait 15 jours à l'hôpital. Or, ces opérations, on ouvre de haut en bas, dans un pays en guerre ou en sous-développement, ça fait des infections. Parce que il n'y a pas la cantine, donc les familles nourrissent, ils mettent les casseroles sous le lit. Bon, voilà, c'est pas forcément... C'est pas très hygiénique. Très hygiénique, vous l'avez vu d'ailleurs avec le Covid, maintenant l'hygiène. Or, quand on opère avec des petites caméras comme ça, le lendemain on est sorti, il n'y a pas d'infection sur infection. Et puis c'est ambulatoire, quoi, en fait. C'est ambulatoire, mais on se dit c'est impossible là-bas. Eh bien si, il l'a fait, avec des panneaux solaires. Tout est possible, en fait. Tout est possible. Et il y a des vidéos, donc on filme avec les caméras à l'intérieur, donc on peut avoir un chirurgien en Belgique, en France, qui le suit l'opération. Donc il a formé des chirurgiens congolais. Donc oui, c'est possible. C'est pas une médecine pour le premier monde moderne qui n'est pas accessible ailleurs. Et donc, au contraire, comment on peut faire? Donc, c'est hyper impressionnant. Moi, j'ai été éblouie. C'est un homme merveilleux. Voilà, qui est un féministe, mais comme vous, j'ai l'impression, comme Hugo, je vous vois vibrer Hugo quand Mata, on parle de ça, mais présent. c'est vrai que sur le viol, se dire qu'il faut vivre avec, mais peut-être après, et peut-être comment faire. Alors il y a, dépasser, quoi. Voilà, finalement, l'art comme vecteur d'humanité, comme dénonciateur des injustices, comme réassurance du cœur, en fait, c'est aussi votre moyen à vous. La danse, voilà, le fait de s'exprimer et dessiner, je pense que c'est pareil. Créer, c'est très, très, très important. Alors, pour continuer justement sur cette cause des femmes qui vous touche tant et leurs difficultés, on va vous voir bientôt à la télé dans Le Souffle du Dragon de Clément Coche avec Julie Debona, film qui passe le 11 octobre prochain à 20h10 sur M6. Alors, c'est une belle histoire de femmes encore qui ont eu le cancer du sein et qui vont se dépasser au-delà de leurs propres espérances, en fait. C'est un peu ça l'histoire. Octobre, c'est Octobre Rose. Maintenant, je pense que tout le monde le sait, mais enfin, on oublie de faire la mammo, donc les filles, faites des mamos, allez-y. Après 40 ans, c'est tous les 2 ans. Voilà, même si vous le faites tous les 5 ans, mais faites-le, quoi. Faut pas laisser passer. Et c'est un scénario que j'avais lu pour le cinéma, qui s'est jamais fait. Ça a mis du temps parce qu'en fait, on disait, oh là là, cancer du sein. Bon. Alors qu'en fait, c'est une vraie comédie sociale. Avec chacune, on a des cas différents, mais c'est surtout comment ça impacte nos compagnons, nos familles, les hommes, comment vivre avec. Et il y a 5 cas, c'est un film choral. Donc c'est sur M6 le 11 octobre, effectivement. Pour Octobre Rose, mais c'est un très très beau film. Je suis super fière d'avoir tourné avec cette réalisatrice Stéphanie Pilonka, et je repars tourner avec elle là dans un mois, tellement j'ai aimé. Donc c'est un très beau film. Vous êtes une fidèle, Jules Gaillet, quand vous aimez. Oui, ça c'est un petit peu. Alors le Comment film. Vous savez ça? Ça se voit. Vous êtes aussi à l'affiche d'un film, l'histoire d'Annette Zellman de Philippe Leguet, qui va sortir bientôt. Vous savez quand ça sort d'ailleurs? Ben non, je sais pas encore. Okay, on a eu un petit prix. Mon fils a eu un prix. Alors là, c'est sur un sujet. C'est un peu ce que dit aussi. Et je vous conseille d'aller voir Simone, le voyage du siècle, parce que c'est encore très d'actualité, tous les combats de Simone Veil en ce moment, que ce soit l'avortement, mais aussi le racisme, mais aussi les sujets des droits. C'était une vraie défenseuse des droits, et le film raconte cet antisémitisme ordinaire dans Annette Zellman. C'est une histoire vraie en France sous l'occupation, avant les rafles, avant qu'il y ait l'étoile jaune. Elle a été dénoncée par les parents de son amoureux, en fait, c'est ça, parce qu'ils voulaient pas qu'il se mette avec une juive ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça l'histoire. C'est des parents qui ont une fille, la police française est venue la chercher, quoi, en fait. Qui ont un fils unique et qui vont se dire c'est pas très bien que notre fils soit avec une juive, le pauvre, sa carrière, sa vie, c'est pas bien, et qui la dénonce, mais qui pense pas. C'est-à-dire que c'est des mots, machin, on a cet antisémitisme banal, tout le monde était antisémite comme quelque chose. C'est ça que montre le film, en tout cas, comme une époque, et là on vit dans une époque quand même un peu rude quand on voit ce qui se passe en Italie, et ils vont dénoncer cette jeune fille, et en fait, elle va être raflée. Les conséquences de leurs mots, de leurs pensées, c'est la mort. Et ils vont perdre leur fils. Bon, là, je vous ai pas parlé trop du film. On spoile pas. Allez, on arrête pas là. Trop là. Julie Gaillet sur Sud Radio. Julie, on le film. Julie, on vous écoute un tout petit peu quand même aussi dans vos autres rôles. C'est parti. Merci Cinéma, bonjour. Bonjour mon enfant. Oh, un bouquet. Vous êtes tout à fait charmante, mais j'ai l'impression que votre action sur la mémoire de mon ami accentue son délire habituel. C'est parce que dans le scénario, il y a écrit il l'enlace passionnément, pas il la jette violemment dans les buissons. Attends, Cristal ou quoi? Non, c'est pas possible. C'est un aristocrate, il est domestique, donc elle l'intimide, il la respecte. Tu vas arrêter de te prendre la tête, ouais? Pardon, mais moi je me prends pas la tête, je travaille.
d'accord? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de pudeur, d'élégance, d'esprit dans cette scène? C'est pour moi que tu dis ça? Bon, moi je suis saoulé là. Moi aussi. C'est ça, ouais. Retourne faire la belle dans tes dîners mondains. Hein? Pardon, articule. Comprends pas ce que tu dis. Connasse! Connard! Très impressionnant à voir. L'autre jour, les rendez-vous dans la gare de l'Est. J'étais en retard. Quand je suis arrivée, il était tout bleu. Il bavait. Enfin, c'était horrible. Ah, t'as pas complètement oublié ta petite maman chérie? Maman, la police vient me parler. Il s'est passé quoi? Il y a eu un mort. Tu penses que c'est moi qui l'ai tué? Votre fille est mise en cause dans une affaire d'homicide. Si vous voulez vraiment l'aider, trouvez-lui un avocat. Julie Gaillet sur Sud Radio. Alors, Julie Gaillet, on vient d'entendre une infime partie des films dans lesquels vous avez tourné. Je crois que vous êtes à plus d'une centaine. Hein. C'est assez impressionnant quand même. Vous savez combien? Non mais réécoutez 10% et Joey Star, ça m'a quand même... Génial. Merci. C'est génial cette scène. Connard! J'adore. Alors je le dis pour les auditeurs, on a écouté un extrait des 101 nuits de Simon Cinéma, avec donc Marcello, un de vos premiers films, voilà, avec Mastroianni. Marcello, exactement, qui est sorti en 1995, un film d'Agnès Varda. Le 10% avec Joey Star, effectivement, qui est absolument à hurler de rire. Delphine 1, Yvan 0 de Dominique Farrugia, qui est un peu le film culte qui vous a fait connaître, on va dire, du grand public. C'est vrai, quand même. vrai. J'ai encore des fans. C'est marrant, c'est de la jeune génération. Je l'ai vu quand j'étais petit, j'ai adoré. Tu sais faire ça, alors bah dis-moi que tu sais reboucher un bouchon de dentifrice. Voilà. C'est des gestes qui sont devenus cultes. Hein. J'ai fait la blague chez moi aussi. Et puis vous avez une mère parfaite que vous jouez avec Thomas Sisley, qui est passé là sur TF1 il n'y a pas très longtemps. Mais alors ça, c'est la magie de TF1 Netflix, le mariage des deux, parce que le film est sorti sur Netflix et il a été numéro 3, mais aux États-Unis, dans le monde. On a fait un film français qui devient un truc international. Ce qui n'existait pas avant, c'est assez fou, ça. Assez fou. Et alors en fait, comment est-ce que vous choisissez vos scénarios? Parce qu'ils sont tous très différents, ces films, finalement. Il y a une ligne conductrice qui est vous, mais il y a du drame, il y a de la comédie, comment vous touchez? Qu'est-ce qui vous touche? Comment vous choisissez? Alors, ce qui me touche le plus, c'est pour ça que j'aime 10%, c'est le mélange des genres. J'aime bien rire et pleurer en même temps. J'aime bien quand les choses sont beaucoup plus nuancées, voilà. Que c'est pas tout noir, tout blanc. J'ai toujours plus de mal avec ça. Quand vous n'êtes pas très cartésienne, quoi. Oui, voilà. En tout cas, c'est instinctif et émotionnel. Et Marcello Mastroianni m'avait toujours dit, écoute ton instinct et n'écoute que ton instinct. Mais ça, c'est génial. C'est génial d'avoir tourné une scène avec lui en plus. Quel bonheur. Quel grand homme. Tout le monde, les gens de la cantine. Il n'y avait pas de hiérarchie. Il disait ça, moi, quand j'ai commencé, c'était le théâtre, le grand art, le cinéma. C'était aujourd'hui, on dit la télé, mais n'écoute pas Julie. Et il avait raison. Aujourd'hui, la série explose. Et voilà, on est plein d'a priori un peu parfois en France à mettre dans les boîtes. Et j'aime bien quand on. Voilà, quand juste pour revenir sur vos choix de scénario, est-ce que c'est aussi ce que vous dites, c'est la dualité finalement intrinsèque à la vie en fait, qui vous touche aussi, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit des choses qui représentent des émotions, qu'est-ce qui vient chez vous tout de suite quand vous lisez un scénario que vous avez envie de jouer? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les rares fois où j'ai dit dans ce scénario jamais, c'est sur une vision de la femme que je trouvais caricaturale, où c'est la fille qui fait un peu pot de fleurs. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ça, je fais très attention à ça, l'image de la femme. Mais après, avec la société, c'est à l'instinct, mais j'aime quand on rit. Parce qu'on peut pleurer et rire en même temps. En fait, on se retrouve dans des situations parfois tellement absurdes, et donc quand c'est beaucoup plus complexe, et je trouve qu'il y a toujours un moment où on peut rire. J'adore Bong Joon-ho, celui qui a fait Parasite par exemple. Il avait fait un film. Tous ces films, je ris, en même temps c'est social, en même temps ça me fait pleurer, en même temps ça peut être un polar. Il mélange les genres. Je crois que c'est ce que je préfère. Eh bien, merci pour ces jolies confidences, Julie Gaillet. Merci. C'est excellent sur Sud Radio, en compagnie de l'actrice et productrice Julie Gaillet. Restez avec nous, on revient dans un instant avec le designer Hugo Mata. À tout de suite. Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com, valerty.com, présente Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci à tous d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent et c'est votre émission. Nous sommes ce soir en compagnie de la femme engagée, productrice et actrice Julie Gaillet. Nous voilà rejoints par le designer d'exception Hugo Mata. Bonjour et bonsoir. Alors Hugo Mata, pour mes auditeurs, quelques infos sur vous tout de même. J'ai dit tout à l'heure, vous êtes multifonction. Puis entre autres, on va passer au reste après. Vous designez des pochettes et des sacs en plexiglas, bois et cuir qui sont sublimes et qui ont fait votre succès, votre signature. Est-ce que l'envie de cet étonnant assemblage de matières, il vous est venu en partie de vos racines vigneronnes? Je pense qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est de travailler la matière. En fait, je pense c'est de faire des objets d'une vie. Des objets qui soient
soient des objets qu'on garde en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une surconsommation. Aujourd'hui, je trouve que la mode, on perd pas mal de choses, de valeurs et de belles matières. Et c'est moi ce que j'avais envie de faire, c'est un objet d'héritage, un objet qu'on se passe de mère en fille, qu'on se passe. Donc le bois est venu assez naturellement avec peut-être le côté d'où je viens, de l'Aveyron, mais c'est surtout le bois, ça se patine. Il y a une évolution avec le cuir. Et je trouvais que les deux ensemble, c'était un objet qui était assez fort. Et le plexiglas, c'est étonnant dans tout ça, justement. Et le plexiglas, alors, on m'a toujours dit de jamais regarder dans le sac d'une femme. Ma mère vous aviez envie de le montrer, en fait. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne faisait pas l'inverse? Et pourquoi les femmes ne pourraient pas jouer aussi avec ça, en fait? Ouais. C'est-à-dire que pourquoi on ne montrait pas? Et ce qui est assez drôle, c'est que les clientes mes grandes clientes qui ont acheté ça, elles ont joué vraiment, elles ont poussé jusqu'au bout, en provoquant celui qui allait regarder la pochette. D'accord. Et comment elle provoque alors, par exemple? Elle provoque, elle remplisse de choses coquines ou alors de plein de choses, ou de gros billets. Ça devient un message qu'on fait passer. Ça devient un message. Et puis aussi, à la fois, sur mes pochettes, il y a quelque chose, c'est que dans les sacs d'une femme, c'est toujours un peu le bordel avec plein de choses. Et dans mes pochettes, en plus, il y avait quelque chose où c'était très petit. Ouais, donc il fallait aussi s'organiser et se... Alors, Hugo Mata, je vous cite, vous dites que vos créations sont les accessoires. Ce sont des accessoires où s'expriment avec modernité les gestes propres à la qualité de l'artisanat et à l'intelligence industrielle. Donc, vous arrivez quand même à faire un pont entre deux éléments qui, a priori, ne se rencontrent pas d'habitude. Ça, c'est une velléité claire de votre part aussi. Oui, c'est ça qui a été assez dur. C'est en fait, je pense qu'aujourd'hui, on doit évoluer avec comme on est aujourd'hui, et aussi d'avoir les valeurs de l'artisanat, et c'est assez compliqué de mélanger les deux. C'est-à-dire que en fait, ce que moi je dis toujours, je fais des pochettes uniques en série limitée. Ce truc qui n'existe pas, mais en fait l'idée, ça existe. Mais c'est l'idée, c'est vraiment je pense qu'il y a l'intelligence industrielle que j'appelle, c'est vraiment toutes ces nouvelles technologies qui va apporter à l'artisanat des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles types de matières, des nouveaux assemblages. Et les deux ensemble, ça fait un succès assez... Donc en fait, on peut faire de l'artisanat à l'ancienne en y intégrant une modernité sans pour autant le diluer, quoi. C'est ça, et je pense que en fait, je pense qu'aujourd'hui on en revient même encore plus à l'ancien. C'est-à-dire que, parce qu'aujourd'hui ce qui est assez triste en France et un peu partout dans le monde, c'est qu'on perd certains savoir-faire, parce qu'on n'a plus personne qui le reprenne. La machine ne remplacera jamais la main, en fait. Ça sera... Alors, l'alliage savant de la tradition et de la modernité dont on entend parler, c'est un peu un terme galvaudé, mais j'ai quand même envie de le dire, ça marche, quoi. C'est ce que vous faites, c'est ce que vous avez envie de donner comme message aussi. Après, moi, l'idée, mais en plus, c'est pas vraiment un objet de... Ouais, ça marche, mais en fait, l'idée, c'est d'avoir un objet qui soit simple, efficace, c'est l'objet d'une vie, et qui, en fait, soit aussi un sac, mais un objet, c'est ça, en fait, c'est un objet, c'est un objet qu'on peut poser, quoi, c'est un objet presque architectural, en fait, aussi. Alors après, souvent, il y en a qui, je vais chez mes clientes, elles le posent sur l'étagère, donc c'est un peu même frustrant, elles n'osent pas l'utiliser. Ah, elles le mettent pas? Non, elles n'osent pas l'utiliser. Et en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment tout ce qui est le vêtement, le sac, il faut vivre avec. Et c'est mieux s'il est patiné, limite, en fait. C'est plus joli, non? Vous êtes d'accord avec ça, Julie Guillier? Oui, vous patinez votre sac mélange des genres, ce que vous faites. Vous mélangez aussi, vous aimez les mélanges. Mais je vous ai pas mis en face tous les deux. Mais non, mais c'est vrai. C'est comme ça que je pense que... Allez-y. J'ai eu le côté rigide, le côté dur, le côté souple du cuir, le côté... En fait, je pense que c'est tout ce mélange qui fait que c'est assez complexe à réaliser, et à la fois, au final... ça met une belle synergie. Et c'est comme dans la société aujourd'hui, c'est qu'il y en a plein de... Tout est assez compliqué, tout est dur, et à la fois... Il faut maintenir les liens, quoi, en fait. Il faut maintenir les liens. Et puis ne pas avoir peur de la rencontre. Aujourd'hui, on a de plus en plus peur des rencontres. Et du contraste aussi. Et du contraste. Aujourd'hui, en fait, moi, ce que je trouve sidérant, c'est qu'on en arrive à revenir même pas 40 ans en arrière, même pas 60 ans. On est en 1800, quoi. Non, mais c'est vrai. Il y a des gens qui sont battus pour des droits ou pour des droits qui étaient considérés comme acquis et qui en fait. Comme acquis, et en fait, voilà. Et c'est ça qui est hyper important, de se dire que jamais rien n'est acquis. Et qu'il faut aussi, et vraiment... pour les femmes. Pour les femmes, pour les homosexuels, pour les religions. Pour les religions. Et en fait, aujourd'hui, on est de plus en plus sectaire, en plus. C'est-à-dire que ce qui est incroyable, c'est que on se renferme. Les gens... Aujourd'hui, ce qui est dingue, c'est qu'on est dans un monde où il y a les réseaux sociaux.
on est tous on a accès ouverts à sur le monde. l'information et en fait, ça provoque l'inverse. Ouais. Et en fait, on se renferme surtout. On ferme les portes. Ouais. Alors, pour revenir un petit peu encore à ces pochettes, quand même, vos choix de matière, ils incluent donc votre amour du cuir, on en a parlé, il y a de l'alligator aussi. Comment est-ce que vous faites pour allier ces matériaux à l'éco-responsabilité de mise intrinsèque à toute création aujourd'hui, quoi? C'est-à-dire qu'on peut plus rien faire si on ne suit pas ces lignes-là. Alors pour moi, il y a déjà un premier truc, je pense que quand on est designer, si on veut vraiment être écologique, c'est-à-dire qu'il faut plus concret. Ouais. Ça commence par là. Après, en fait, moi je pense que à un moment donné, même le bois, c'est un objet qui va être pérenne et qui va rester. En fait, l'idée, c'est de faire un objet pérenne et qui soit pas un objet de consommation. Ouais. L'alligator, après, oui, c'est des cuirs. Le truc, c'est qu'aujourd'hui aussi, un cuir végétal pollue. Ça pollue pour fabriquer. D'accord. Et oui, donc en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est à un moment donné, moi je dis en fait, si on va être vraiment écolo, on doit plus produire. On doit plus produire. On a déjà tout. On a beaucoup de choses. Après, c'est dommage de se priver de certains. Et là, c'est des créations uniques. Donc oui, c'est quasiment de l'art. C'est quasiment des créations. Oui, c'est comme de la haute couture, quoi. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire un objet, un objet qui soit. En fait, c'est la surconsommation. Et comme je dis, c'est souvent aujourd'hui, c'est dans la mode et tout. On a des quantités monumentales. On jette par cœur. L'idée, c'est de faire vraiment des petites séries et des objets uniques. Ouais, pour revenir à l'essentiel, quoi, en fait. Il y a un retour à l'essentiel, ouais. Enfin, à cet essentiel-là, en tout cas. Il y a aussi le rapport à l'artisanat et justement à ces gestes ancestraux qu'on a, qui sont, c'est l'exception française, ça, hein, le côté justement de transmission entre maîtres d'art, etc., etc. Et le rapport au temps qui est beaucoup plus long. Ça, c'est quelque chose que vous avez aussi, voilà, de valoriser. Toujours, moi, je pense qu'en fait, il y a quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps de rien. On se presse tout le temps, on est toujours en retard. Mais en fait, on prend jamais le temps. On prend jamais le temps de se poser, de penser 2 minutes, de voir. Et moi, je trouve c'est important en fait de reprendre ces moments-là. Mais on est tous un peu victimes. Enfin, moi je dis ça, mais le premier, j'ai jamais le temps. Je suis toujours en retard. Ah bon un tout petit peu en retard. Je n'aurais rien dit. Et non, mais c'est compliqué puisque c'est quelque chose. Je pense que cette notion du temps est importante. Regardez le plafond, moi je dis que c'est important. Et on ne sait pas comment. Ouais. Alors justement, Julie Gaillet, vous, votre rapport à l'artisanat et à cette exception française aussi, ça fait aussi partie des choses qui vous touchent, quoi. Moi j'adore les chercher, quoi. Designers, créateurs français. J'ai toujours eu cette conscience-là. Parce que c'est vrai, quand on monte les marches à Cannes, on a cette chance de pouvoir mettre en avant des créateurs, mais bon, il y a aussi les annonceurs, alors tout à coup il y a les marques, et aussi des contrats. Moi, j'ai jamais voulu, me suis toujours dit, tiens, je vais mettre des jeunes créateurs et les mettre en avant, et parce que c'est de plus en plus difficile, évidemment. Mais je suis très admirative. C'est vraiment en France le luxe. On voit les maisons Hermès, par exemple, sur les sacs. On parlait d'alligator. Ils font des élevages. Ils réouvrent des ateliers d'artisanat. Non, c'est ça. Et puis c'est. Oui, en fait, il y a. Pardon, excusez-moi. Non, mais allez-y. Le but, c'est que vous échangiez tous les deux. Le cuir, en fait, aujourd'hui, on en fait tout un scandale, tout un jus. Mais en fait, même l'animal à la base, il va être mangé, il va la peau. Bon, l'alligator, c'est un peu plus compliqué, mais c'est de l'élevage. C'est de l'élevage, ou après, par exemple, de l'alligator en Mississippi, où ils élaguent. J'ai jamais dire ce mot. Ils élaguent les alligators. Allez-y, expliquez-nous le geste. Ils vont tuer des alligators pour que la faune et la flore se régulent. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, justement, parce qu'ils mangent les animaux autour, etc. aussi, voilà, forcément. D'accord. Oui, sinon ça pullule, et là, c'est pas bien non plus. Il y a parfois Voilà. Et donc l'exception française, cette exception française dont on parle, Hugo Matin, c'est vraiment, ça passe par le rapport au temps et à la transmission, c'est ça. C'est le rapport au temps, c'est les ateliers, c'est qu'on voyait le savoir-faire qu'on a et qui aujourd'hui malheureusement parfois est en train de se perdre. Mais on avait des. Il y a un regain quand même il y a un regain, mais par exemple, chez Chanel, il y avait celle qui faisait tous les vestes, les tailleurs, Aujourd'hui, plus personne n'a voulu le faire parce que elle avait les doigts comme ça, crochetés. Oui, mais ils ont réouvert les métiers d'art chez Chanel. Ils ont fait tout soin quai, ils remettent en avant, ils font attention. Voilà, comme Hermès, je pense qu'il y a une préservation aussi. Une préservation, et grâce au groupe aujourd'hui comme LVMH, Chanel, Hermès, qui ont vraiment aussi préservé tous ces métiers-là. Ça, c'est vrai, c'est important. Et vous êtes tombé dedans comment, Hugo Matin? Alors moi, complètement par hasard, je ne savais pas ce que je voulais faire. C'était un peu, je trouvais pas ma place à l'école. Je trouvais que c'était pas pour moi. Je me suis un peu exclu. J'ai pas une année, et puis
Je suis arrivé en seconde, je savais pas quoi faire et je me suis dit bon, pourquoi je fais pas art appliqué? Je savais pas dessiner, je savais rien. C'est pas du tout quelque chose d'enfant. Et j'ai fait un sujet de mode et ça m'a plu. Je me suis embarqué là-dedans. Vous avez fait une grande école, hein? Et après j'ai fait du Perret. Ouais, c'est ça. J'ai fait du Perret et entre temps je suis parti en Chine. Enfin j'ai eu des aventures assez incroyables qui ont été peut-être un peu de la chance. Qui ont été des catalyseurs en fait, hein, aussi. Ouais. Et qui vous ont mis sur une route où finalement vous êtes heureux d'être, quoi. Ah mais ouais, très heureux. L'avantage c'est que vous savez quoi, quand vous vivez de votre passion, mais comme Julie je pense, on a beaucoup de chance, on se dit souvent on a beaucoup de chance, mais c'est un bonheur tous les jours. C'est beaucoup de travail aussi. Et c'est beaucoup de travail aussi. C'est sûr. Mais merci à tous les deux et merci à vous d'écouter Sud Radio. L'actrice et productrice de Conviction, Julie Gaillet, et le créateur d'objets précieux d'un nouveau genre, Hugo Mata, sont là. Comment s'appelle votre galerie? French Cliché. Oui, on va y venir justement. French Cliché. À tout de suite. Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com, valerty.com, présente Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. C'est excellent et c'est parti pour encore un quart d'heure d'échange autour de cette excellence française polyforme qu'il est important de défendre pour la voir vivre longtemps encore. Ce soir, vous pouvez écouter sur Sud Radio l'actrice de cœur et d'engagement Julie Gaillet, accompagnée du créateur qui multiplie les expériences créatives Hugo Mata. Alors Hugo Mata, on va parler un peu de vous, mais juste avant, je voudrais revenir sur le nouveau concept que vous avez lancé, justement, on en parlait là à l'instant, avec Émilie Marant, French Cliché. Alors c'est un lieu un peu hybride, qui est autant éditeur d'art que galerie, en fait, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, en fait. Ouais, c'est de donner la place, en fait, à des designers, en fait, des artistes, de les amener sur du collectible design. Et de leur permettre de s'exprimer à travers du collectible. Ouais, pardon. Collectible. Du collectible design. On apprend les termes aujourd'hui. C'est-à-dire du design utilitaire. D'accord. En fait, pas collectif, mais collectible dans le sens. Collectible, oui. Utile. Utile, exactement. Okay. Et de les faire travailler avec du savoir-faire, et des savoir-faire et des artisans. Encore une fois, ça revient l'artisanat. Et l'artisan et l'artiste, c'est à sa même place. Et c'est vraiment une discussion entre l'artiste et l'artisan pour amener des collaborations. Et c'est vous qui sélectionnez, il y a une trentaine d'artistes, c'est ça, et d'artisans. Il y a une trentaine. Vous avez monté ça en 2019, c'est ça? En 2019, juste avant le Covid. Ça a été hyper sympa. Non, on a monté ça en 2019 et... Parce avec Émilie, on s'est rendu compte que, en fait, finalement, si on n'était pas trop aidé, si peut-être on n'avait pas trop de bagou, en fait, c'est toujours les mêmes choses qui sortaient. En fait, il y a souvent un truc entre deux. Et l'émergence n'existe pas vraiment, il n'a pas sa place. Et puis d'accompagner les artistes pour développer des projets qui vont mettre du temps, c'est des projets qui sont de longue haleine et remettre aussi le temps au temps encore, c'est ça que j'adore, et de faire des objets, les objets aussi, des objets qui restent, quoi. Des objets qui restent. Et c'est des éditions très limitées en fait, on fait des éditions de 8 ou des pièces uniques. D'accord, ouais. Et alors justement, l'idée c'est aussi que vous mettez les autres en avant finalement. Ça c'était important pour vous aussi, Hugo Mata. Ouais, là c'était un projet où j'avais envie, en fait, de valoriser. De valoriser. Et puis en fait à un moment donné, c'est que moi, la mode, il y a quelque chose, j'ai eu comme une overdose de la mode parce que on se battait pour une couleur, un rose fuchsia ou un rose fuchsia, tu vois. Non, mais c'est à un moment donné, on fait, des fois, ça devient ridicule, et voilà. Ouais. Et aujourd'hui, la mode, il y a il y a un truc, c'est le marketing est là, en fait. Et en fait, c'est dirigé que par le marketing. Par les annonceurs et tout le tintouin. Les annonceurs, le marketing, avec les réseaux sociaux, il y a eu quelque chose qui, en fait, on a perdu, je trouve, un peu de valeur et j'avais un peu envie de mettre en retrait. Et puis c'est aussi une nouvelle inspiration créative pour vous, j'imagine, cette émulsion comme ça. Oui, c'est hyper créatif. Et à la fois, en plus, du coup, ça met aussi une petite frustration de... Enfin, à un moment donné, c'est hyper créatif et puis on est de plus dessiner, Et à la fois, c'est hyper bien, ça met un autre regard. Oui, ça vous permet de prendre du recul sur votre propre création, en fait. C'est ça qui est intéressant. Alors, chaque pièce chez French Cliché, vous le disiez, elle est créée grâce à la collaboration entre des talents émergents et des artisans de renom qui symbolisent l'excellence française. Qu'est-ce que c'est des artisans de renom qui symbolisent l'excellence française? On a les Émaux de Longwy. Ouais. Ah oui. Les Émaux de Longwy, avec qui on a fait une très belle collaboration avec Antoine Carbone. Au Buisson, les tapisseries. En fait, vraiment, on fait un sourcing, on fait le tour de la France, la forge de l'Aïeul. On est en train de sortir, donc c'est vraiment d'avoir tous ces artisans. C'est des essentiels, quoi.
Hein. Ouais, qui sont incroyables. Mais après, on peut aller aussi le petit tapissier. Enfin, on a vraiment, on n'a pas que des grands noms comme ça. C'est vraiment l'idée de. Non, c'est de l'excellence, quoi. De l'excellence. Parce que l'excellence, c'est ce qu'on dit dans cette émission, c'est que quel que soit le secteur d'implication et que vous soyez petit ou gros, finalement, c'est toujours la même chose. Hein. C'est la passion, la volonté de faire, etc. Le temps. Et le temps, bien sûr. Et le collectif, parce que comme Filmmakers, de faire ensemble, de réfléchir ensemble. Le partage, c'est ça. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit dans ces collaborations, quand l'artisan et l'artiste vont se rencontrer, chacun s'apporte, et en fait, on pousse les limites. On pousse les limites de l'objet, ça pousse les limites de la collaboration. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Si vous aviez une définition de l'excellence, Hugo Mata, quelle serait-elle? Vous pouvez réfléchir, Julie, ça va être à vous après. De l'excellence, pour moi, on n'arrive jamais à l'excellence. Ouais. C'est-à-dire que genre c'est une quête, mais qu'est-ce qu'est l'excellence en fait finalement? Parce que chacun c'est différent. Voilà, l'excellence c'est son plaisir, c'est les moments du quotidien, ce petit temps, encore une fois qu'on va prendre de se poser, de regarder où on va et de regarder en arrière. Je pense que l'excellence c'est un peu magique, il y a un truc magique. Il y a un truc magique, une excitation. Et à la fois inatteignable, mais moi ce que j'aime c'est ça, le désir en fait. Je pense que ça crée le désir chez vous en fait, votre je pense que ça crée le désir et ce côté qu'on pourra jamais avoir. Moi je pense que c'est ça qu'aujourd'hui on manque dans plein de milieux, c'est le désir en fait. On donne tout sur un papier, c'est-à-dire que les shooting modes vous les voyez avant sur internet, vous voyez les backstage. Donc c'est déjà, vous entrez dans un univers que vous avez pas à découvrir quoi. Donc ça vous perdez la sève. Moi je pense que c'est le désir, ce désir qu'il faut recréer. L'excellence c'est le désir, c'est beau. Et vous Julie Gaillard, à votre tour? Mais je suis d'accord sur l'idée en tout cas de non-perfection. Les défauts font les qualités. Enfin, quelque chose qui a comme ça ces petits défauts, peut-être pour ça que j'aime les vieilles voitures plutôt que les voitures toutes neuves, mais et après peut-être le mélange de l'innovation. En tout cas, dans mon métier, il y a un peu, quand on parle des vanités, moi, les têtes de mort, mais ça peut aussi être les papillons, les livres. J'aime bien les tableaux de vanité. Et mon métier, c'est un peu ce papillon. Je pense souvent à ça, à la finitude des choses. Il y a quelque chose où on travaille pendant très très longtemps, on mûrit, et puis c'est un peu comme le papillon qui est dans sa chrysalide, et puis tout d'un coup, juste pour un soir, comme ça, et puis et hop, et après c'est terminé. Et il y a ça, donc ce trac avant de monter sur scène, cette chose on fait. Mais voilà, et c'est éphémère, et ça passe, et hop, on replonge dans autre chose. Mais je reviens sur le travail parce qu'il y a quand même tout, c'est aussi tout ce travail, c'est le chemin qu'on fait pour arriver là. Voilà. Et c'est ce moment magique et complètement en dehors du temps. Ça rappelle la finitude, et à la fois c'est un recommencement aussi derrière. Un recommencement sans cesse. Parce qu'après et puis souvent c'est la peur aussi de derrière. Qu'est-ce qu'il va avoir en fait? Comment on va pouvoir recréer? Comment recréer ce moment aussi là magique? Qui sera toujours différent finalement. Se dire c'est peut-être se dire est-ce qu'on va y arriver après derrière? Est-ce qu'on pourra refaire? Est-ce qu'on va refaire? Est-ce qu'on aura l'inspiration à nouveau? Est-ce que ça va se refaire? Et on se nourrit. Et alors après, parce qu'on parlait de ça sur le côté innovation, mais je me suis rendu compte que dans l'innovation, c'est aussi quand il y a des métiers différents qui se rencontrent. Enfin, c'est comme s'il fallait, et c'est ça qui est fort de mettre des créateurs avec des artisans, de mélanger les genres, moi je dis aussi, mais des mondes différents, c'est là où il y a du nouveau qui se crée. Clairement, Quand on prend, dans cette émission, quand c'est contrasté, ça fonctionne toujours. C'est ça qui est drôle. Des fois, quand ce sont des gens qui sont du même milieu, etc., le lien se crée. Bon, évidemment, mais il y a moins de sève, quoi. Hein, parce que, effectivement, il y a une découverte. J'ai appris qu'ils avaient réussi à faire rentrer un énorme satellite dans un vaisseau spatial par un type qui fait du pliage là au Japon, l'origami. Donc ils ont fait venir un mec qui fait de l'origami dans un truc de science navale. Bon voilà, c'est aussi fou que ça. Donc finalement, tout est possible, on l'a dit. Faire un livre sur l'urbanisme alors que franchement je ne viens pas du tout ça. Je le rappelle et je vais le rappeler. Filmmakers 2022, 10 femmes, 10 villes idéales sous la direction de Michel Mathieu, directeur général de LCL, qui est sorti chez Débat Public. On en arrive à la dernière question de cette émission. Il nous reste peu de temps. Je vais commencer par vous, Hugo. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Ça, c'est ma question préférée. Je commence à chaque fois. Que vous commenciez. Allez-y. Est-ce que je suis polie? Je vous laisse réfléchir. L'adulte que je suis à l'enfant.
Qu'est-ce que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Moi, je suis encore l'enfant que j'étais. Je suis désolée. Moi aussi, le problème, c'est ça. Il est toujours là. Et ouais, c'est ça. Peut-être avec un peu moins de... Je lui dirais juste, t'as eu raison de te faire confiance, de rigoler, d'y aller, de foncer. Et juste de pas avoir peur de tomber, en fait. Je pense que... Vous aviez peur de tomber, petit? Non, jamais, pas vraiment. en fait. Enfin, je suis tombé, mais je vais tomber. Je ferai tout pareil, c'est-à-dire que je pense la vie est incroyable et je pense que si on l'écoute, il y a plein de choses qui se font, qui sont assez beaux, et de tomber, se relever, c'est génial, et je pense qu'il faut se faire confiance. C'est compliqué, hein, c'est pas facile. Il faut s'incarner. Et puis d'avoir cette peur, moi j'aime bien ce côté de foncer tête bêche, et puis hop, foncer dans un mur, ou après se relever, ou monter là-haut. Être un peu sonné aussi. Hein. Ça. 7 fois à terre, 8 fois debout, c'est un proverbe japonais. Oh. Et alors vous, Julie, qu'est-ce que vous lui diriez à cette petite fille qui est encore là, du coup, hein, c'est ça? Moi j'étais vous étiez une petite fille un peu comme ça, casse-cou aussi, un peu fonceuse, mais pas très scolaire, même si, parce que dyslexique. Et on m'a beaucoup dit, parce que j'étais gauchère, dyslexique, il faut faire comme ça. Et j'ai toujours fait un peu en dehors de la boîte. Alors, oui, je pense qu'il faut donner confiance, écouter la différence. Enfin, je crois que c'est très, très important de donner confiance. Vous aviez confiance, petite, vous? J'avais peur de rien, mais j'ai perdu confiance parce qu'on me mettait un peu à part. Donc alors, vous lui diriez genre ça va aller quoi, t'inquiète pas. Ouais, je lui dirais voilà, continue. Peut-être j'ai eu de la chance en tout cas de tomber sur des gens comme cette prof qui un jour m'a dit bon, je faisais peut-être moins 33 fautes d'orthographe sur une dictée et j'ai dû faire moins 30. Et elle m'a appelé pour me donner des images à l'époque. Pour me donner une image, j'ai fait à chaque fois que tu feras un peu moins, je suis arrivée à 0 à la fin de l'année. C'est pour vous dire que j'étais pas très scolaire non plus petite. Et puis, elle m'a donné confiance. 4 ans plus tard, je devais être sûrement deuxième de la classe, alors que j'étais pas forcément douée. Donc il s'agit d'incarnation et de confiance ce soir dans cet excellent merci à tous les deux. C'était une très jolie émission. Alors je vous rappelle à tous, chers auditeurs, que le livre Villemakers 2022, sorti chez Débat Public sous l'impulsion du PDG de la LCL, Michel Mathieu, avec entre autres l'excellente Julie Gaillet, est disponible en librairie. Puis Julie, on peut vous retrouver sur M6 le 11 octobre prochain dans Le Souffle du Dragon de Clément Koch avec Julie Stéphanie Pilonka. Mais c'est pas grave, c'est le scénariste Clément Koch. C'est pas grave. Écoutez, ça sera dit. Et c'est à 20h10 le 11 octobre. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres actus là à nous dire vite fait? Non, mais je remercie vraiment Michel Mathieu de m'avoir lancé dans cette aventure. Et puis merci de nous avoir invités parce que je n'aurais pas connu Hugo Mata. Je vais aller voir vos sacs. D'ailleurs, Hugo Mata, vous n'avez pas de site ou? Non, j'ai plus de site, j'ai plus. Alors comment on fait? On va où? Alors on peut trouver France. Mais on va où? Vestiaire Collective. Où est-ce qu'on peut trouver? Il y a des trucs sur Vestiaire Collective. D'accord, je vais regarder. Et alors il y a la galerie French Cliché quand même, qui est sur frenchcliché.com, sans le et évidemment, pas d'accent sur le e. Et puis voilà, si on a envie d'en voir plus, on tape Hugo Mata dans Google et ça marche. Mata, c'est M-A-T-H-A, chers auditeurs. Merci à tous de votre fidélité à cet excellent sur Sud Radio. On se retrouve évidemment dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Merci à Lucille Montier qui réalise pour vous aujourd'hui, aux équipes de Sud Radio évidemment. Vous pouvez nous podcaster, etc. sur sudradio.fr, YouTube, les réseaux sociaux. Bisous les copains, c'est excellent. Avec Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com. VALERTY.com.